Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, elle continue d'étreindre le Sénégal. Le tourbillon de poussière se faufile à l'intérieur. La zone nord considérablement touchée par le phénomène. Comment les écoliers se sont protégés? Les consignes de port de masque ont-elles été respectées par les petits et les grands? Reportages à suivre. Gondé Mbengue sur les traces de Soham El Wardini. La responsable de Taxawu Sénégal remplace son camarade Barthélémy Diaz à la tête de la mairie de la ville de Dakar. Déchéance de Barthélémy Diaz qui reste controversée. Les détails dans cette édition. La CEDEAO a atteint ses limites historiques. Affirmation de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio. Vous l'entendrez. Et puis sur cette question, la coopération sénégalo-gambienne, on en parle dans Soir d'Info la suite avec notre invité ce soir, Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie. Elle continue d'étreindre le Sénégal, la vague de poussière. Comment les écoliers se sont protégés de la nappe de poussière? Le masque comme protection buccale et nasale, principale consigne respectée dans plusieurs établissements scolaires. Mesures barrières appliquées également par les terrains atopiques de tout âge. Reportage Habib Faye. Le chemin de l'école n'était pas facile à emprunter pour ses élèves à cause du temps poussiéreux. La capitale sénégalaise s'est réveillée avec ce brouillard rendant difficile la respiration, un danger pour les asthmatiques. Ces apprenants connaissent déjà les risques sanitaires. Le temps peut causer le rhume, donc il faut porter le masque pour éviter la poussière. Vu le temps est poussiéreux, quand je sortais de chez moi, mon père m'a suggéré de porter un masque puisque je suis un asthmatique. Plus loin, nous entamons une discussion avec un autre groupe de collégiens. Il y a de la poussière, c'est pourquoi ils ont porté le masque. Je n'en ai pas. Et ça ne me dérange pas si je ne le mets pas aussi. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Une information relayée par l'Agence de l'aviation civile et de la météorologie, mais les établissements scolaires n'ont reçu aucune directive de leur hiérarchie pour d'éventuelles précautions à prendre pour les élèves. Bon, des précautions, peut-être si ça devrait venir, ce sera chez les parents, parce que à aucun moment j'ai senti peut-être un communiqué venant de l'hiérarchie qui peut-être stipulerait que tous les élèves soient munis de leur masque ou soit voilà. Le personnel enseignant également, non. Il n'y a aucun communiqué qui vient de la hiérarchie. Alors, ces élèves sont-ils laissés à eux-mêmes? Et durant 5 jours, un épisode de poussière va toucher l'ensemble du pays selon l'ANACIM. Pour plus de prudence, porter le masque devient un moyen de prévention. Merci Habib. À la une également de l'actualité, Gondé Mbengue sur les traces de Soham El Wardini. La responsable Taxawu Sénégal remplace Barthélémy Diaz, son camarade, à la tête de la mairie de la ville. Elle compte perpétuer l'œuvre de son prédécesseur. La voici au micro de RFM. Malheureusement, la réunion s'est tenue, mais malheureusement, on n'a pas pu déposer le même jour le courrier compte tenu des aléas que vous savez. Nous lui avons remis la lettre le 17 au matin, mais elle a été datée le 16, le jour de la réunion. Il nous a envoyé une correspondance hier, nous signifiant que nous n'avons pas respecté les délais de 3 jours. Donc nous lui avons répondu hier. Nous avons tenu également la réunion du bureau municipal hier au sein de l'annexe CIFAR. Nous avons donc décidé de convoquer le conseil municipal pour la session ordinaire le jeudi 26. Cela va nous permettre de respecter les 3 jours francs. Quelle est la réponse du préfet par rapport à cette nouvelle demande pour la tenue d'une session ordinaire jeudi prochain? Nous ne l'avons pas encore reçu. C'est là il a raison parce que l'article 146 stipule que le délai de convocation d'une session ordinaire est de 3 jours francs et que la session pour une session extraordinaire, le délai peut être de 24 heures. Le délai peut être de 24 heures. Donc nous avons voulu nous conformer à l'article 146. Le seul reproche
qu'il nous a fait, c'est de ne pas avoir respecté les délais de 3 jours francs. Aujourd'hui, vous assurez l'intérim en tant que première adjointe au maire de Dakar. Quelles sont vos priorités, les chantiers qui vous tiennent à cœur? Monsieur, vous savez que le maire Barthélémy Diaz a déposé des recours. Donc, sur ça, là, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas encore si le recours va être en sa faveur ou en sa défaveur. En tout cas, aujourd'hui, en tant que première adjointe, assurant l'intérim du maire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le travail et suivre l'agenda que le maire avait laissé en me focalisant sur tout ce qui est prioritaire pour les Dakarois. Ngoné Mbang qui assure donc l'intérim de Barthélémy Diaz, le maire déchu de la ville de Dakar. Une déchéance controversée, c'est un reportage de Fatou Bitou-Conté. La radiation de Barthélémy Diaz est du ressort du Conseil constitutionnel et non du bureau de l'Assemblée nationale et illégale aussi aux yeux du constitutionnaliste Mounir Roussi. L'universitaire relève également une mauvaise interprétation de l'article 61 de la Constitution. Concernant la radiation, l'article 61 parle du député qui exerce un mandat pendant lequel il a été condamné en matière pénale définitivement. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, parce que la condamnation de M. Barthélémy Diaz est antérieure à son élection en 2024. C'est-à-dire, la condamnation devait produire ses effets pendant la 14e législature. Et là aussi, d'aucuns diront pourquoi le ministre d'alors n'a pas saisi l'Assemblée nationale, parce que c'est une faculté. Le ministre de la Justice peut saisir, c'est ce qu'on a dit. Deuxième chose, le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas habilité à radier un député. Un député ne peut être radié que par le Conseil constitutionnel. Parce qu'aucunement, ni dans la Constitution, encore moins dans le règlement intérieur, il a été mentionné, n'est-ce pas, que le bureau puisse radier un député. Et nous savons très bien que seule une juridiction, à savoir le Conseil constitutionnel, peut radier un député. Donc, la radiation du bureau et pour moi, est une violation du droit. S'agissant de la révocation du maire de Dakar sur la base de l'article 277 du Code électoral, le constitutionnaliste attaque la décision préfectorale qui ne repose sur aucune base légale, selon lui. Ce qui est de la révocation, là, le préfet également a confondu la période, parce que le champ d'application de l'article 277 du Code électoral parle de l'élection et de sa phase contentieuse, alors que le maire révoqué en 2024 a été élu en 2022. Les délais de recours sont totalement passés. D'autant plus que l'article visé parle de conseiller municipal qui n'est plus le maire. Le maire est élu au suffrage universel direct. Le conseil municipal dont il est question par rapport à l'article 277, c'est le conseil municipal hors maire. Parce que en quittant le code électoral qui parle de l'élection, il faut aller vers le code des collectivités territoriales qui parlent de gestion, c'est-à-dire après l'élection. Et on est après l'élection, 2 ans après, c'est évident. Et le Code des collectivités territoriales dit en son article 135 que le maire et les adjoints au maire ne peuvent être révoqués que par décret. Et le décret est un texte exclusivement présidentiel. Donc le préfet ne peut pas intervenir dans la révocation. La mairie de Dakar est toujours en état de siège pendant que Barthélémy Diaz mène la bataille judiciaire et politique. Dans l'actualité également, la 2e édition du Forum économique, commercial et d'investissement entre le Sénégal et la Gambie. Après la première édition tenue à Dakar en octobre 2023, la 2e se déroule en Gambie, à Banjul, ce jeudi, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko qui a dirigé la délégation sénégalaise. Le reportage d'Abdoulaye Cissé dans cette édition dans un instant. Agriculture, campagne de commercialisation de l'arachide sur le terrain, les transactions se déroulent correctement. Plusieurs acteurs respectent le prix plancher de 305 francs CFA. Reportage à Kaffrine, Mam Gourbilane et Dissa Prera. Kaffrine a commencé à récolter son arachide, mais aussi à le commercialiser. La traite de cette année semble démarrer sous de bons auspices. Au début, ça ne marchait pas bien, mais maintenant, la Sonacos achète bien et paye sur place. Alhamdulillah, guerre gi ren mom xam nañ ñu situation bi démé mais nak sant Yalla.
On rend grâce à Dieu, les affaires marchent bien. Le fait que c'est seulement la Sonacos qui achète l'arachide nous arrange bien. Le produit est disponible et la commercialisation se déroule convenablement depuis le début des opérations, témoignent ces acteurs, et les prix d'achat sont en majorité respectés dans le marché à Kaffrine. Tout le monde ne respecte pas les prix malgré le contrôle sur le terrain. Certains vendent parce qu'ils ont besoin d'argent. Les affaires se portent bien, on vend et on achète comme il le faut. Il n'y a pas de problème. Dès que tu décharges ton camion devant l'usine, elle te paye immédiatement. Un bon début pour la collecte et la commercialisation de l'arachide à Kaffrine, une situation que saluent agriculteurs et commerçants. Cette année, pour rappel, l'État a pris 2 mesures phares. Un budget de campagne qui passe de 63 à 120 milliards de francs CFA et une suspension de l'exportation des graines d'arachide. Merci Dissa. Le manque d'infrastructures adaptées, un frein pour l'accord sur la zone de libre-échange continentale. C'est ce qu'a constaté universitaires, syndicalistes et autorités gouvernementales. La Confédération syndicale internationale Région Afrique a initié au profit de 4 pays pilotes dont le Sénégal un projet intitulé l'agenda des syndicats africains et la participation effective au processus de commerce et d'investissement. Écoutons là-dessus le professeur Malik Fall avec Al-Hassan Ba. Donc c'est de permettre une meilleure imprégnation, n'est-ce pas, du monde du travail par rapport aux objectifs, par rapport aux enjeux, mais également de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la zone de libre-échange continentale. C'est également les informer par rapport à un certain nombre de défis qu'il faut relever et d'obstacles qui pourraient en tout cas freiner la portée de cette zone de libre-échange continentale. Normalement, quand on parle de zone de libre-échange, cela traduit en tout cas la suppression des droits de douane. C'est également la libre circulation des biens et des personnes. Et à ce niveau, il y a des problèmes, n'est-ce pas? Beaucoup de visas, n'est-ce pas? C'est des problèmes liés en tout cas à la non-observation des directives. C'est des obstacles également par rapport aux infrastructures, parce que quand on parle de libre circulation, il faut des infrastructures. C'est des infrastructures routières, c'est des infrastructures ferroviaires, c'est également tout ce qui est transport maritime et transport aérien. Mais il y a quand même derrière tout cela des programmes au niveau continental qui sont relativement ambitieux. À Saint-Louis, les pêcheurs sont sensibilisés sur les accidents en mer et les sauvetages sur la brèche. Plusieurs pirogues de pêcheurs ont pris feu, vous le savez, ces dernières années en haute mer, causant d'importants dégâts, mais aussi des pertes en vie humaine. Le coordonnateur CLPA, Oumar Bounhatabdjei, se prononce au micro de notre équipe à Saint-Louis. Bon, tout d'abord remercier nos partenaires, la DPSP, le PERSEM, mais aussi les agents de la sapeur-pompier pour leur disponibilité, parce que maintenant c'est devenu une habitude très récurrente. Chaque année, on a cette formation de sensibilisation, mais aussi de sécurité par rapport à nos veillants pêcheurs. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'accidents sur les pirogues, surtout avec les incendies. Si aujourd'hui on se regroupe pour une formation de 2 jours pour sensibiliser, mais aussi accompagner ces pêcheurs en matériel de sécurité, c'est une chose que nous magnifions à chaque moment et à chaque instant. Parce que aujourd'hui, nous sommes en mesure quand même d'avoir des pêcheurs qui sont capables de prendre des mesures de sécurité, c'est-à-dire quand il y a des accidents, avant que les sapeurs n'arrivent, les premières mesures initiales à prendre pour quand même interrompre une hémorragie ou bien éteindre une feu, c'est très important pour nos pêcheurs. Secrétaire général adjointe du CLPA.
Les chaussures de Ngaï, très prisées en ce moment. Les artisans accueillent tout visiteur. En revanche, le label n'est pas protégé. Se désolent les acteurs. C'est un reportage à Ngaï de Charanta Diop et c'est la tire. Au niveau des ateliers sont exposées des chaussures d'Alungaï entièrement conçues par de jeunes artisans de Ngaï. Ils rivalisent d'ingéniosité. L'agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique intervient pour la protection des Dalungaï sous forme de marque collective. Doivent pouvoir vendre la destination Ngaï. C'est la raison pour laquelle effectivement on est venu avec toute cette équipe donc de l'ASPIT pour pouvoir sensibiliser sur la protection des Dalungaï sous forme de marque collective, les aider à s'enregistrer au niveau donc de l'OAPI pour pouvoir avoir des titres de propriété industrielle qui leur permettent maintenant d'essayer en justice en cas de litige ou en cas de contrefaçon de leurs produits. Dans un premier temps, ces marques seront protégées dans l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une protection va couvrir tous les 17 États de l'OAPI. Le secrétaire général de l'Union des artisans de Méré et environ s'en félicite. Pour lui, d'autres produits Made in Ngaï seront protégés. Parce qu'en Ngaï, il y a beaucoup d'articles qui se gravitent autour de la chaussure. Il y a le serungaï, il y a la broderie Ngaï, il y a les couturiers, les vanniers. Fatou Diop Diali, première adjointe au maire de Ngaï Méré, à ses yeux, l'État doit injecter beaucoup de moyens dans ce secteur pour favoriser la création d'emplois. Merci Charanta. Lutte contre la corruption, l'OFNAC sensibilise les étudiants. Une série d'activités organisées à l'université Alun Diop de Bombay. Voyons tout cela dans ce reportage de Babacar Diouf. La corruption et la malgouvernance ont fini de gangréner plusieurs secteurs d'activité au Sénégal. Pour combattre le mal, l'Office national de lutte contre la corruption investit le monde universitaire. On constitue la colonne vertébrale de notre société en termes de statistiques, en termes de pouvoir, mais en termes d'intérêt. C'est véritablement les leaders de demain, les relais de demain, et ils ont un rôle primordial à jouer dans la prévention, dans la sensibilisation, en adoptant une posture d'alerte et de veille, mais également en faisant preuve d'intégrité, d'éthique et de responsabilité. À l'université Alun Diop de Bombay, les étudiants s'engagent à transmettre le message et participer à la lutte. Notre objectif, c'est que dès lors qu'il existe de la corruption, que cette sensibilisation puisse impacter donc l'ensemble des personnes qui ont pris part à ce panel. Vous voyez dans la salle, il y a plus de 200 personnes qui sont là. Et si les 200 personnes parviennent en tout cas à traduire en actes concrets tout ce qu'on a dit dans la salle, cela veut dire qu'eux, ils vont jouer donc le rôle d'intermédiaire et de relayeur. À la lumière des étudiants de l'université Alun Diop, la section Forum civil du département de Bombay a aussi saisi ce mois de décembre pour mener des activités de sensibilisation sur les dangers de la corruption au Sénégal. La CEDEAO a atteint ses limites historiques et devrait engager sa transformation. Et elle doit tout faire pour que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO. C'est l'avis de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio. Il s'exprimait en marge d'une rencontre du mouvement panafricain des leaders. Le voici avec Dissa Prera. Les réponses que nous avons actuellement ne nous conviennent pas. Pour nous, la rupture définitive entre le Mali, le Burkina et le Niger d'une part et le reste de la CEDEAO, ce n'est pas une option pour nous. La CEDEAO a atteint ses limites historiques. Parce que la CEDEAO maintenant, elle devait faire un pas gigantesque vers l'État fédéral ouest-africain. Rien ne nous empêche d'organiser les assises de la gouvernance en Afrique, les assises historiques. Si on ne peut pas le faire au plan continental, au moins au plan régional, au lieu de convoquer un sommet de la CEDEAO, pour constater qu'il y a 3 pays qui veulent partir, il faut appeler un sommet ou des assises historiques de la gouvernance en Afrique. Et qu'en Afrique de l'Ouest, on se parle, que les militaires entrent dans la salle, qu'ils viennent parler, que les civils viennent parler, qu'on se réconcilie d'abord, on réconcilie les cœurs et les esprits, et on va rester ensemble. Pour moi, il est hors de question. Et on parle de ce sujet dans un instant, dans Soir d'Info la suite, avec l'ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie et aux États-Unis, Babacar Diagne, notre invité dans Soir d'Info. La suite, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout juste après ceci.